Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une de mes sagas d'horreur préférées, Alien. Depuis gamin, je suis fasciné par ces films, même si certains mériteraient que je les revoie. Je précise, je ne les déteste pas, mais ce ne sont pas ceux qui m'ont le plus marqué. Bref, il faudra que je les redécouvre pour avoir un avis plus frais. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur le petit dernier de la saga, Alien Romulus. Sorti en 2024 et réalisé par Fede Alvarez, oui, le même qui avait signé le remake d'Evil Dead en 2013 et Don't Breathe en 2016. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que son premier film avait été critiqué pour son excès de gore, et avec Don't Breathe, il avait prouvé qu'il savait aussi jouer sur la tension, donc autant dire qu'avec Alien, il s'attaquait à un sacré défi. Alors la question est simple, est-ce que ce nouveau chapitre mérite sa place dans la saga, ou est-ce que c'est un film qui finira oublié au fond d'un hangar spatial ? Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut que je vous dise où j'en suis avec la saga. Alors Alien le 8ème passager, j'adore. Alien le retour, je surkiffe. Alien 3, j'ai plus de mal, mais ça passe toujours aussi bien. Alien 4, plein d'idées, ça change, ça apporte un peu de fraîcheur dans la saga. Prometheus est convenante, comme je vous l'ai dit, il faut que je les revoie. Voilà, vous avez le contexte, maintenant place à Alien Romulus. Commençons par ce que j'ai le plus apprécié. Les décors. Tout le film baigne dans un style rétro-futuriste assumé, comme si on replongeait dans la science-fiction des années 80, mais un peu plus modernisé. On retrouve des clins d'œil à Blade Runner, autre bijou de Ridley Scott, avec des environnements qui donnent l'impression de venir d'un passé figé, alors qu'ils sont ultra performants. Des hologrammes, des interfaces lumineuses, des détails technologiques qu'on n'a même pas encore en vrai, et pourtant, tout ça s'intègre parfaitement à l'univers Alien. Ce que j'ai trouvé malin, c'est qu'Alvarez ne se contente pas de faire du copier-coller. Il crée sa propre identité visuelle tout en respectant l'ADN de la saga. On peut évoquer la lumière. Le rouge est omniprésent dans le vaisseau et ça change des dominantes habituelles, vert glauque dans la quadrilogie, sauf Jeunet qui tirait un peu vers le jaune, ou le bleu et le noir dans Prometheus et Covenant. Ici, le rouge rappelle le tout début du premier Alien, mais il est aussi accompagné de touches jaune-orangé sur la colonie Weyland-Yutani. Résultat, un vrai renouveau visuel qui ne dénature pas la saga, mais lui donne un souffle d'air frais. Un autre aspect qui mérite vraiment d'être souligné dans Alien Romulus, c'est son esthétique visuelle et la manière dont Fede Alvarez joue avec le langage de l'image pour renforcer la tension et marquer son empreinte dans la saga. Depuis le tout premier film de Ridley Scott, l'univers Alien s'est construit sur une esthétique très particulière, mélange d'ombre et de lumière, de métal froid et de couloirs oppressants. Alvarez reprend ses codes, mais ne se contente pas de les imiter, il les retravaille pour créer une atmosphère qui oscille entre hommage et modernité. On retrouve cette obsession pour les espaces confinés, ces longs couloirs qui semblent sans fin et qui transforment chaque déplacement en épreuve psychologique. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont la caméra insiste sur le vide autour des personnages, comme pour rappeler en permanence leur fragilité face à l'immensité de l'espace et aux créatures qui y rôdent. Il y a aussi un vrai travail sur les ombres, qui évoque autant le film noir que le cinéma gothique. Dans certaines scènes, l'alien est à peine deviné, il se confond avec le décor et ce choix de mise en scène rappelle non seulement le premier Alien, mais aussi des classiques de l'horreur comme Nosferatu ou The Thing, où le monstre est plus suggéré que montré. Et c'est là que le film trouve une partie de sa puissance. Il joue sur l'invisible, sur le hors-champ et oblige le spectateur à combler les vides avec son imagination. Et quand l'alien apparaît enfin, en pleine lumière, l'effet est d'autant plus marquant, presque comme une libération de la tension accumulée. On sent également l'influence des années 80 dans la texture de l'image. Ce style rétro-futuriste que j'évoquais déjà auparavant avec les décors est renforcé par la photographie qui mélange des teintes chaudes et rouges à des ombres profondes créant un contraste presque organique. Là encore, ça fait écho à d'autres grands films de science-fiction comme Blade Runner pour la densité visuelle, mais aussi à Event Horizon qui utilisait lui aussi une palette de couleurs pour suggérer la descente progressive vers l'horreur. Alvarez ne fait donc pas que reproduire l'ambiance des anciens films, il la tord pour donner une impression de familiarité inquiétante. On croit reconnaître des lieux ou des atmosphères, mais quelque chose cloche, et c'est précisément ce malaise-là qui nourrit la peur. Enfin, un point qui mérite d'être noté, c'est la gestion du cadrage et du rythme visuel. Alvarez aime laisser sa caméra traîner dans des plans lents, presque contemplatifs, pour ensuite le secouer lors des attaques, créant un contraste brutal qui désoriente le spectateur. Ce procédé, déjà utilisé par James Cameron notamment dans Alien le Retour, mais dans une optique plus militaire et spectaculaire. On retrouve ici une dimension horrifique beaucoup plus intimiste. C'est une manière de nous rappeler que malgré l'action, Alien reste avant tout une saga d'horreur et de survie où chaque plan peut basculer dans la terreur.
Si on regarde la saga dans son ensemble, on se rend vite compte que chaque réalisateur a imposé sa propre identité visuelle à travers l'usage des couleurs et des lumières, et c'est fascinant de voir comment Alien Romulus s'inscrit dans cette continuité tout en apportant une variation personnelle. Ridley Scott, dans Alien le 8e passager, privilégiait un univers sombre et métallique où dominaient le vert et le noir, des couleurs froides qui participaient à ce sentiment de claustrophobie et de contamination permanente. James Cameron, avec Alien le Retour, a conservé cette base tout en accentuant le bleu, créant une ambiance plus militaire, plus technologique, qui correspondait à son approche orientée vers l'action. Puis vient David Fincher, avec Alien 3, où l'univers carcéral de Fiorina 161 baigne dans des teintes brunes et dorées, presque industrielles, comme pour enfermer encore plus les personnages dans un monde poussiéreux et suffocant. Jean-Pierre Jeunet, avec Alien Résurrection, a lui choisi de casser ce code avec des lumières plus jaunes et verdâtres, presque organiques, ce qui donne au film une ambiance étrange, hybride, parfois dérangeante, mais marquante dans l'évolution esthétique de la saga. Ensuite, quand on passe à Prometheus et Alien Covenant, Ridley Scott revient, mais opte cette fois-ci pour des visuels beaucoup plus clairs, presque cliniques, avec une dominance de blanc et de bleu métallique, traduisant l'idée de science, d'exploration et en même temps une froideur qui contraste avec les environnements plus chauds des premiers films. Dans ce contexte, Alien Romulus tranche avec une proposition qui surprend au premier abord, l'omniprésence du rouge. Dès les premières scènes, cette couleur s'impose non pas comme un simple code visuel, mais comme une véritable signature esthétique qui réinvente l'univers sans le trahir. Le rouge renvoie bien sûr au danger, au sang, à l'urgence, mais il a aussi une dimension presque rituelle, comme si Alvarez voulait nous plonger dans une atmosphère sacrificielle où chaque couloir, chaque salle semble imprégnée de menaces. Ce choix dialogue directement avec certaines scènes du premier Alien où le rouge apparaissait ponctuellement, notamment dans les alarmes et les signaux d'urgence, mais ici il devient central, presque étouffant. Ce qui est intéressant, c'est que ce rouge n'est pas uniforme, il se décline en nuances orangées ou plus sombres selon les espaces et s'oppose à d'autres touches de couleurs qui viennent ponctuer le film, comme les jaunes des colonies Weyland-Yutani ou les rares éclats de vert qui rappellent les origines visuelles de la saga. En ce sens, Alvarez ne rejette pas ce qui a été fait avant lui, il le recycle, le transforme et le met en dialogue avec son propre imaginaire. Cela donne un résultat assez unique où on a à la fois le sentiment d'être dans un univers familier et pourtant radicalement différent. On pourrait presque dire que l'histoire d'Alien se raconte aussi par ses couleurs, du vert infectieux au bleu métallique, du brun carcéral au jaune organique, du blanc clinique au rouge sacrificiel, et Romulus s'impose ainsi comme une nouvelle étape où la couleur devient un vecteur d'angoisse en soi, un langage qui parle autant que les monstres. Et du coup, on peut vite basculer sur le son, et que dire du son? Clairement, la bande sonore est calibrée pour te mettre les nerfs à vif. Plusieurs scènes font serrer les dents, tant la tension monte grâce à une maîtrise parfaite des effets sonores. Mais le gros coup de cœur, ce sont surtout les effets spéciaux. Beaucoup d'animatroniques ont été utilisés, et rien que ça me rend heureux. Je suis un fan des films des années 70-80, justement pour cette créativité visuelle née de contraintes budgétaires. Dans l'horreur, les effets pratiques obligeaient à trouver des idées inventives, et c'est ce qui leur donnait souvent un charme unique. Ridley Scott l'avait très bien compris dès le premier Alien, et beaucoup de réalisateurs de la saga ont gardé ce choix malgré les avancées numériques. Même Proteus et Covenant utilisaient encore de vrais costumes de xénomorphes. Pour Romulus, Alvarez poursuit dans cette voie. Par exemple, il prend le basketteur Robert Bobrovsky, maquillé et grimé, incarne certaines créatures avec quelques ajouts numériques, que ce soit pour la queue ou la bouche interne. Le mélange fonctionne et du coup on y croit à fond. Alors oui, on va pas se mentir, il y a aussi du numérique, mais jamais en excès. Les CGI viennent soutenir l'immersion, renforcer la vraisemblance interne de l'histoire, et quand je parle de vraisemblance, ce n'est pas dans le sens réaliste, mais dans le sens cohérent avec l'univers. Et à ce niveau-là, le pari est réussi, et tu es happé dans le monde qu'Alvarez a créé. Passons maintenant au scénario, parce que son origine est assez intéressante. Alien Romulus a vu le jour dans une période compliquée pour les studios. Le projet a été lancé un peu en catimini et la pandémie est venue tout chambouler. Report des étapes de production, incertitude sur la sortie, plusieurs questions légitimes car c'était une période compliquée pour les cinémas qui ont perdu en affluence, notamment dû à un grand nombre de salles fermées. À un moment, il était même prévu pour Hulu. Avant que la décision ne tombe finalement, ce sera bien une sortie en salle en 2024. Rien que ce parcours-là montre que le film n'était pas gagné d'avance. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la façon dont Alvarez a trouvé son idée. Dans une interview pour Première, il explique qu'en regardant la version longue d'Alien le Retour de Cameron, il s'est posé une question toute simple. Quelle vie mènent les jeunes colons envoyés dans l'espace? Et c'est de là qu'est né le point de départ du film. À partir de là, son défi était double. D'un côté, satisfaire les fans de la première heure, souvent déçus par les derniers films de la saga, et de l'autre, séduire un nouveau public, peut-être plus jeune, qui découvrirait Alien avec Romulus. Pas simple, parce que il fallait à la fois respecter l'univers, proposer des références pour les connaisseurs, mais aussi créer une porte d'entrée accessible pour les néophytes. Autrement dit, un équilibre entre fanservice, innovation et pédagogie. Il est bien gentil de vouloir faire un film qui réunit tout le monde, mais le but est aussi de faire un long métrage innovant et marquant, qui peut relancer certaines intrigues de la saga et placer certaines ébauches pour les projets à venir. Le but étant de réanimer une saga qui a perdu de l'élan à travers ses derniers films. Donc repartir sur un scénario simple tout en gardant des termes accessibles, mais présents tout au long de la saga, permet de trouver un entre-deux. Et forcément, pour réussir ça, Alvarez a dû revenir aux bases. Il s'inspire beaucoup des deux premiers volets.
Même construction globale, même lente montée en tension, mais avec sa propre manière de raconter. On retrouve le schéma classique, présentation des personnages, mise en place des liens entre eux, puis confrontation avec l'horreur. Mais il ajoute sa patte, une héroïne centrale, des choix moraux difficiles et des dilemmes qui ne concernent pas seulement la survie individuelle, comme ça peut être le cas dans les premiers opus, mais aussi le groupe. Parlons un peu des personnages, parce que Alvarez a tenté des choses intéressantes, même si tout ne fonctionne pas. L'idée de départ est bonne. Prendre le temps de présenter son petit groupe, leur donner un passé commun, des liens déjà établis. On comprend vite que ces jeunes ont déjà vécu ensemble, qu'ils partagent un ras-le-bol de leur société et qu'avec Andy, ils ont enfin une vraie possibilité de s'échapper. Sur le papier ça marche et on devrait s'attacher à eux. Dans les faits, pas vraiment. Mis à part les deux héros principaux, c'est dur d'éprouver un vrai attachement pour le reste de l'équipe. Beaucoup sont là par opportunisme et ce sont souvent eux qui foutent la mission en l'air. Alors ce n'est pas catastrophique, ça ne gâche pas le film, mais ça empêche certaines scènes de produire l'impact émotionnel recherché. Et je trouve ça dommage. En revanche, le personnage de Rain mérite qu'on s'y arrête un petit peu plus. Elle ressemble à Ripley par certains aspects, mais elle s'en éloigne par d'autres. Et c'est tout ce qui est intéressant dans ce personnage. Ripley, dans le premier film, n'est pas désignée tout de suite comme héroïne. Elle prend le rôle en cours de route par logique et par stratégie. Sa survie passe avant tout par la réflexion et la froideur. Rain, au contraire, est posée dès le départ comme personnage central, et son évolution est beaucoup plus liée à ses relations avec le groupe et à ses dilemmes collectifs, et donc à chaque décision, elle prend en compte Andy, ses amis, et le poids de ce qu'ils traversent ensemble. On pourrait dire que Ripley incarne une survie solitaire, entre guillemets, alors que Rain incarne une survie plus collective, ou au moins en duo avec Andy. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins forte, mais sa force est d'une autre nature. Elle est plus émotionnelle, plus vulnérable, et c'est ce qui rend son arc narratif intéressant. Évidemment, il est difficile de créer un personnage aussi iconique que Ripley. Alvarez le sait, et au lieu d'essayer de copier, il choisit une approche inverse, partir d'une figure différente, presque opposée, pour la rapprocher petit à petit de Ripley à travers ses actes. Au final, Rain finit par devenir à sa manière une héroïne digne de la saga sans être une simple redite. C'est une jolie idée d'écriture, subtile mais efficace, qui donne de la nouveauté dans la continuité. Venons-en à l'intrigue principale. Nos personnages viennent d'une planète minière, le Weyland-Yutani. Un endroit morne et étouffant. Alvarez explique d'ailleurs s'être inspiré de son vécu en Argentine dans un milieu rural où il était difficile de devenir quelqu'un. Ce sentiment d'oppression, de stagnation se ressent dès les premières scènes, les jeunes veulent s'enfuir parce qu'ils n'ont aucun avenir sur place. Derrière ce décor, il y a aussi un sous-texte politique assez clair, on va pas se mentir, ça va être sur l'exploitation des ouvriers, le contrôle permanent par la compagnie Weyland-Yutani et la volonté des nouvelles générations de se libérer. Quand Rain se voit refuser sa liberté malgré ses heures de travail accomplies, on comprend immédiatement le ras-le-bol. Et c'est là qu'entre en scène Roux. Certains diront que c'est du pur fanservice, et oui, dans un sens ça l'est, mais je trouvais son intégration plutôt maligne. Il renvoie directement au premier Alien où le rôle de l'androïde était déjà central. Ici, son lien avec Andy et l'histoire des puces interchangeables apporte une nuance intéressante. Le groupe n'est jamais vraiment seul, toujours surveillé, toujours sous contrôle. Ça rappelle l'ombre de la compagnie, mais aussi des thèmes classiques de la science-fiction comme 1984 ou Blade Runner. Alors, certes, la planète en elle-même n'a pas d'enjeu énorme, elle sert surtout de tremplin pour pousser nos protagonistes à fuir, mais ce n'est pas grave, parce que le vrai intérêt, c'est que cette situation raconte l'envie de liberté, la fuite en avant, est-ce que les personnages sont prêts à risquer pour ça. Et puis Rook permet aussi de faire le pont entre anciens et nouveaux spectateurs, ancienne génération, nouvelle génération. Pour les fans, c'est un clin d'œil direct au rôle des androïdes dans la saga, pour les novices, c'est un repère simple, un personnage étrange, inquiétant, mais qui donne des infos clés sur l'univers, une pierre de coups en somme. Pour s'échapper, nos héros utilisent le vaisseau de Tyler, leur objectif, rejoindre une station spatiale à proximité de Weyland-Yutani afin d'y voler des boîtiers de cryogénisation. Ces capsules sont leur seule chance de tenir pendant de longues années de voyage à venir. Problème, il n'y a pas assez de carburant pour couvrir la distance prévue, résultat, direction l'espace Romulus, et c'est là que les ennuis commencent. Mais pourquoi ce nom, Romulus? Tout renvoie au mythe de Romulus et Rémus, élevé par une louve et fondateur de Rome. Ici, le parallèle est assez clair, il est question de nouvelles origines, de renaissance, d'un futur à reconstruire, et dans le film, les expériences menées sur les génomes et les bébés aliens poursuivent exactement cette idée, créer un nouveau départ pour l'humanité. L'allégorie est simple, mais efficace, et le nom Romulus prend tout son sens. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la manière dont Alvarez ose reprendre une structure déjà vue dans la saga, tout en la réinterprétant. Le huis clos, par exemple, premier Alien en avait fait sa force, le deuxième s'est rapproché du film de guerre, et là Alvarez revient à l'horreur claustro du huis clos, mais avec un style différent. Il joue sur la frustration. Les xénomorphes sont longtemps invisibles, puis de plus en plus présents, jusqu'à exploser dans un climax final où ils envahissent l'écran. Cette montée progressive de la menace rappelle clairement les deux premiers films, mais avec une narration plus contemporaine, appuyée par un visuel travaillé, et la fameuse scène du pont dans le dernier tiers en est un bon exemple. Surprenante, intense, elle montre bien que le réalisateur ne se contente pas de recycler, mais il tente d'innover. En bref, Romulus réussit à équilibrer les deux facettes, l'horreur suggérée et invisible, et la confrontation frontale avec les créatures. Pas trop peu,
juste ce qu'il faut pour que le spectateur ne sature pas tout en profitant pleinement du spectacle. Ce qui rend Romulus intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à un film d'horreur spatiale. Derrière ces monstres, Alvarez parle de thèmes très actuels, et c'est ça qui donne une vraie profondeur au récit. Prenons la fameuse substance Z01, elle n'est pas seulement un gadget de scénario, elle symbolise le fantasme humain de maîtriser la vie, de la modifier à son avantage. Donc on pense évidemment à toutes les discussions actuelles sur le transhumanisme, les OGM ou encore les CRISPR, ou l'édition génétique. Dans le film, ce désir de contrôle aboutit à une impasse tragique, comme si Alvarez nous rappelait que certaines frontières ne devraient pas être franchies. Kay, qui s'injecte le sérum sans hésiter, incarne parfaitement ce vertige, celui de l'humain prêt à se transformer lui-même en expérience pour franchir un cap. Une idée que rappelle Mary Shelley et son Frankenstein, la fascination pour la science qui se retourne contre son créateur. On retrouve aussi un écho évident à des films comme Jurassic Park, où la science sert à jouer avec le vivant jusqu'à perdre totalement le contrôle, ou même Gattaca, qui questionne déjà le poids de la génétique sur le destin humain. Là encore, Alvarez ne fait pas de la science une promesse d'un avenir radieux, mais une arme à double tranchant. Et il ne s'arrête pas là, ce n'est pas juste un film sur la biologie et ses dérives, c'est aussi une critique sociale. Dès les premières scènes, quand Rain découvre qu'elle doit travailler 2 fois plus, alors qu'elle a rempli son contrat, on comprend le message. Les jeunes de Alien Romulus représentent une génération sacrifiée, enfermée dans un système qui ne leur laisse aucune échappatoire. Weyland-Yutani incarne ici la figure ultime du capitalisme déshumanisé, obsédé par le profit au détriment de la vie humaine. On peut alors faire le parallèle avec Metropolis de Fritz Lang, une jeunesse et une classe laborieuse exploitées pour nourrir les ambitions d'une élite. Dans ce sens, les aliens ne sont pas seulement des monstres, ils deviennent l'allégorie de ce que l'humanité engendre en poussant trop loin ses obsessions, que ce soit exploitation, contrôle, profit. C'est exactement ce que Ridley Scott posait déjà dans le premier Alien avec la célèbre directive spéciale concernant la créature. La vie de l'équipage n'ayant aucune valeur face aux intérêts de la compagnie, alors on leur demande de se sacrifier pour pouvoir rapporter les génomes suffisants et les ADN suffisants pour faire nos petits mélanges scientifiques. Alvarez reprend cette idée et l'amplifie, en y ajoutant une dimension politique plus contemporaine. On n'est plus seulement dans la lutte contre une bête, mais dans une révolte contre un système. Romulus rejoint une tradition de la science-fiction qui utilise le monstre comme miroir de nos propres travers, comme dans 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. La vraie peur ne vient pas tant de la créature que du système humain qui la rend possible. Ici, l'alien est à la fois un produit et un symptôme de la cupidité de Weyland-Yutani. Et c'est peut-être ça la réussite du film. Faire peur, oui, mais pas seulement par ces créatures. La vraie horreur, c'est de reconnaître que les monstres ne viennent pas de l'espace, mais de nous. On peut alors parler du mythe de l'alien, un autre point qui me paraît essentiel d'aborder quand on parle d'Alien Romulus, c'est toute la question du mythe. Parce qu'au fond, la saga Alien n'est pas seulement une histoire de monstres et de vaisseaux spatiaux, c'est un véritable récit fondateur du cinéma de science-fiction horrifique avec ses archétypes, ses figures récurrentes et son aura presque mythologique. Ridley Scott, dès le premier opus, avait posé les bases d'un récit qui dépasse le simple cadre du film d'horreur en huis clos. L'alien devenait une créature totémique, un mélange de pulsions primaires, de peur de l'inconnu et de fascination morbide. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de chercheurs et de critiques ont lu la créature comme une métaphore sexuelle, comme l'incarnation d'une angoisse archaïque presque universelle. Avec Romulus, Alvarez semble vouloir renouer avec cette dimension mythologique en insistant sur plusieurs points. D'abord le titre lui-même, Romulus. Impossible de ne pas penser au mythe de Romulus et Rémus comme évoqué plus tôt, ces deux frères qui ont été élevés par une louve et fondateurs de Rome, et dans cette histoire il est question de naissance, de survie, de rivalité, et d'un destin qui dépasse les simples individus pour toucher à quelque chose de fondateur. On retrouve ici une logique similaire, les expériences menées sur les xénomorphes ne sont pas seulement des tests scientifiques, elles représentent une volonté de créer, de refonder l'humanité et de donner naissance à un nouveau monde. Le parallèle est d'autant plus intéressant quand on retrouve cette idée de mère nourricière monstrueuse, donc la louve, le mythe, l'alien, la reine des aliens, voilà, bref, je pense que vous avez tous capté, qui veille à sa manière sur une nouvelle génération, sauf que dans le cas d'Alien, cette maternité est forcée, violente et terrifiante. Ce qui est fascinant, c'est qu'Alvarez ne se contente pas de reprendre le mythe antique comme une simple référence esthétique ou un clin d'œil, il l'intègre dans le cœur même de son récit. Tout comme Romulus finit par tuer son frère Rémus pour fonder Rome, on retrouve dans le film cette idée que la naissance d'un nouvel ordre passe par la destruction et par le sacrifice. C'est un thème déjà présent dans Prometheus et Covenant avec l'exception des ingénieurs et du feu prométhéen, mais qui prend ici une forme plus directe, presque politique. Si un futur doit émerger, ce sera au prix du sang. Et c'est là que le mythe alien rejoint une dimension plus universelle encore. Depuis le premier film, la créature est à la fois un monstre et une divinité noire, une force incontrôlable qui échappe aux humains, mais qu'ils cherchent sans cesse à domestiquer. Weyland-Yutani joue ainsi le rôle des dieux modernes, des Prométhées ou des Zeus contemporains, qui veulent s'emparer du feu sacré. Ici, on parle de la biologie et la capacité de l'alien à se reproduire et à s'adapter pour assurer leur domination.
Mais comme dans tout mythe, cette tentative d'accaparer le pouvoir divin se retourne contre eux et finit par les détruire. On peut lire Alien Romulus comme une nouvelle variation de cette tragédie éternelle. L'hubris humain, cette volonté de dépasser ses limites, mène toujours à sa perte. Ce qui est tout aussi intéressant quand on regarde Alien Romulus, c'est la place qu'occupe le spectateur dans tout ça, parce que depuis le premier Alien, la saga a toujours joué sur la question du regard. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on devine, et surtout qu'est-ce qu'on imagine. Ridley Scott avait déjà compris que la peur naît souvent de ce qu'on ne voit pas, de ce hors-champ qui travaille l'imagination du spectateur. James Cameron, lui, avait pris le parti inverse, montrer davantage, rendre l'horreur plus spectaculaire, presque jouissive dans Alien. Et c'est précisément entre ces deux pôles que se place Alvarez. Il construit une attente, il retarde l'apparition de la créature, il laisse traîner sa caméra dans les couloirs vides, et puis quand l'alien surgit enfin, c'est un choc, une libération, mais aussi une confirmation de nos pires craintes. Ce rapport à l'attente est central. Alvarez manipule le spectateur, il joue avec sa mémoire de la saga. Quand on est un fan de longue date, on sait qu'il y a toujours quelque chose qui va surgir dans le noir. On anticipe, on guette les indices. Et Alvarez s'en amuse. Parfois il confirme cette attente, parfois il la déjoue. Et dans certaines scènes, on croit voir le monstre tapis dans l'ombre, mais ce n'est qu'un jeu de lumière. À d'autres moments, on pense être en sécurité et la créature surgit brutalement. Ce jeu constant fait que le spectateur n'est jamais dans une position confortable. Il est piégé dans la même incertitude que nos personnages. Il y a aussi notre dimension plus générationnelle. Pour un spectateur qui découvre la saga avec Romulus, le film peut fonctionner comme une initiation. Alvarez reprend volontairement certains codes narratifs très classiques de la saga, le huis clos, l'équipage en danger, l'héroïne qui doit faire des choix difficiles, afin que même quelqu'un qui n'a jamais vu les anciens films puisse entrer dans cet univers sans y être perdu. Mais en même temps, pour les spectateurs plus anciens, chaque clin d'œil, chaque référence, chaque reprise visuelle agit comme une réminiscence. On se souvient du Nostromo, de Ripley, des premiers facehuggers, et cette mémoire collective de la saga est constamment convoquée pour renforcer l'expérience. Et c'est là où Romulus réussit quelque chose de subtil. Il met le spectateur dans une double posture, à la fois celle de la découverte, comme les nouveaux personnages qui plongent dans l'horreur pour la première fois, et celle de la reconnaissance, comme les fans qui retrouvent des motifs familiers. C'est cette tension qui fait qu'on reste accroché parce qu'on est à la fois dans le confort du connu et dans l'inquiétude de l'inédit. En d'autres termes, Alvarez joue avec notre mémoire de spectateur, il la caresse et la bouscule, et c'est ce qui fait la force de son film. Si on pousse un peu plus loin la réflexion, on peut aussi dire que la manière dont le spectateur reçoit Alien Romulus dépend beaucoup de son époque. En 79, quand Ridley Scott sort Alien le 8e passager, le spectateur n'est pas encore habitué à avoir des monstres extraterrestres avec ce degré de réalisme. Les effets pratiques, les décors, la mise en scène claustrophobe, tout ça crée un choc inédit. Aujourd'hui, en 2024, le spectateur a grandi avec les blockbusters, que ce soit Marvel ou d'autres films aliens, ou dans l'esprit alien, d'autres films claustrophobiques. Cependant, les effets spéciaux numériques omniprésents, les jumpscares calibrés des films d'horreur récents, sont beaucoup plus récurrents. Et on pourrait croire qu'il est blasé, entre guillemets, par les images. Mais justement, Alvarez choisit d'aller à contre-courant. Il revient aux effets pratiques, à la lente montée de la tension, et ça surprend. Ça déstabilise un spectateur qui s'attend peut-être pas à quelque chose de plus direct et spectaculaire. En tout cas, là, on parle pour le cas Alien, parce que des films où la tension monte doucement, et que ça surprend et que ça déstabilise, il y en a quand même un paquet. Mais par rapport à un Alien, où, comme on a vu dans Prometheus ou Convenante, où c'est beaucoup de bastons, on revient sur des bases que les jeunes spectateurs n'ont peut-être pas vu. On pourrait même dire qu'il y a un vrai contraste entre deux générations de spectateurs. Les plus anciens, ceux qui ont découvert Alien au cinéma ou à la télévision dans les années 80-90, viennent avec une mémoire pleine d'images traumatisantes. La scène du chestbuster, Ripley face à la reine. Bref, il y a tellement de choses qui leur sont en tête. Pour eux, Romulus joue comme un rappel, une relecture qui vient réactiver ses souvenirs. Tandis qu'une nouvelle génération, qui a peut-être grandi avec Stranger Things ou des sagas plus récentes comme The Conjuring, le film peut fonctionner comme une première rencontre avec ce type d'horreur, plus suggestive, plus psychologique, moins appuyé sur le tout montré. En ce sens, le spectateur moderne redécouvre une forme de lenteur d'attente qui peut paraître inhabituelle, mais qui fait tout le sel du film. Et bien évidemment, je parle par rapport à un film de monstre. Il y a aussi une question liée au mode de consommation. Les premiers films aliens étaient pensés pour la salle obscure, pour être vus dans le noir complet, avec un son qui écrase, un écran géant qui ne laisse pas d'échappatoire. Aujourd'hui, beaucoup de films d'horreur se consomment sur plateforme, parfois sur des petits écrans, avec des spectateurs qui peuvent zapper dès qu'ils s'ennuient. Romulus a eu la chance d'avoir une sortie au cinéma, mais Alvarez en joue. Ses plans longs, ses jeux de lumière et ses jeux de son aussi prennent toute leur puissance dans une salle, où le spectateur est littéralement captif. Et l'expérience peut être tout aussi intense chez soi. En ce sens, le film rappelle aussi l'importance du rituel collectif du cinéma, être enfermé dans une salle, piégé comme les personnages, incapable de s'échapper, et c'est déjà une partie de l'expérience horrifique. Enfin aussi, il faut dire que le spectateur d'aujourd'hui ne regarde pas Alien de la même façon qu'avant, parce qu'il vit dans un contexte très différent. En 79, l'angoisse venait du futur technologique, de l'espace inconnu, de la froideur des machines, alors qu'en 2024, les peurs collectives sont liées au climat, à la surveillance, à la robotisation, aux dérives de la science. Et Alvarez l'a bien compris.
compris. Il ne filme pas seulement un monstre, il filme un système qui écrase les individus, une jeunesse qui cherche à s'émanciper d'un monde trop dur, une humanité qui joue avec ses propres limites, et le spectateur contemporain y retrouve des échos de sa réalité. Et ça donne au film une résonance politique que peut-être les anciens volets n'avaient pas de manière aussi directe. Je suis pas très sûr. On peut aussi se pencher sur le box-office. Si on regarde le box-office, on voit bien que la place du spectateur a toujours été décisive dans l'histoire de la saga. En 79, Alien le 8e passager surprend tout le monde en rapportant près de 188 millions de dollars pour un budget minuscule. On parle d'environ 10 millions de dollars. Preuve qu'un film d'horreur spatiale pouvait captiver massivement un public encore peu habitué à ce type d'expérience. En 86, Alien le retour confirme le succès avec plus de 150 millions de dollars de recettes, même si le budget du film a été quasiment doublé, avoisinant les 17 millions de dollars. Cette fois, en élargissant le spectre du spectateur vers quelque chose de plus spectaculaire, plus orienté action, qui correspondait aussi aux attentes du public de l'époque. Presque 40 ans plus tard, Alien Romulus réussit un pari similaire, mais dans un contexte totalement différent. Un budget bien plus élevé avec 80 millions de dollars, des spectateurs habitués au blockbuster numérique et au streaming, et malgré tout un triomphe en salle avec plus de 350 millions de dollars. Preuve que l'expérience collective du cinéma garde tout son sens. Bien sûr, je n'ai pas pris en compte l'inflation de l'industrie du cinéma avec Alien Romulus, mais Alien Romulus reste un film qui est rentable pour les studios. Maintenant, les revenus du box-office n'assurent pas la qualité du film, mais on peut quand même constater, et c'est peut-être ça le plus intéressant, Romulus attire à la fois les fans historiques, qui retrouvent des motifs familiers, et une nouvelle génération qui découvre un type d'horreur plus lent et plus immersif, très différent des jumpscares calibrés auxquels elle est habituée. Le spectateur se retrouve donc à la fois dans la peau du revenant, qui reconnaît les codes du novice, qui les découvre pour la première fois. Et c'est cette double réception qui explique le succès du film. Parce qu'au fond, la saga Alien ne s'est jamais contentée de montrer un monstre. Elle a toujours proposé une expérience où le spectateur lui-même devient partie prenante du dispositif, enfermé, pris au piège, exactement comme les personnages à l'écran. En définitive, Alien Romulus n'est pas seulement un nouveau chapitre dans une franchise déjà culte, c'est aussi un révélateur de la place que le spectateur occupe aujourd'hui face au cinéma d'horreur et de science-fiction. Entre nostalgie des anciens et curiosité des nouveaux, le film a réussi à rassembler deux générations de public autour d'une même expérience, celle de la peur partagée dans une salle obscure. Et c'est justement cette capacité à réactiver le mythe tout en l'ancrant dans notre époque qui ouvre la voie à une réflexion plus large. Qu'attend-on encore d'un film Alien aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que cette créature, après plus de 40 ans, continue de nous fasciner autant? Autant de questions qui méritent d'être posées avant de conclure. Au final, Alien Romulus s'impose comme un film à la fois respectueux et audacieux. Respectueux parce qu'il réactive tous les marqueurs qui font l'ADN de la saga, le huis clos, la créature tapie dans l'ombre, la tension qui monte jusqu'au point de rupture, mais aussi audacieux car Alvarez ose y injecter une identité visuelle marquée, des thématiques contemporaines et une héroïne qui prend ses distances avec le modèle de Ripley tout en lui rendant hommage. En reprenant les codes des premiers volets tout en le réinterprétant, il propose une œuvre hybride, pensée à la fois comme un hommage pour les fans de longue date et comme une porte d'entrée accessible pour une nouvelle génération de spectateurs. C'est ce fragile équilibre entre tradition et renouvellement qui fait, selon moi, toute la force du film. Mais au-delà de sa réussite cinématographique, Romulus prouve surtout que le mythe alien reste vivant parce qu'il évolue avec son époque, et le premier film traduisait les angoisses d'une société marquée par la technologie et la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, Alvarez actualise cette peur en y ajoutant des préoccupations sociales et politiques très actuelles. Exploitation des jeunes travailleurs, dérives scientifiques, marchandisation du vivant, et à travers le dessin de ces personnages, le film rappelle que le spectateur n'est jamais simple observateur, il est pris au piège au même titre que tous les protagonistes, forcé d'affronter ses propres inquiétudes face à un futur incertain. C'est en cela que Romulus dépasse son statut de nouvel opus, il confirme que l'univers alien n'est pas figé dans le passé, mais qu'il peut encore, 40 ans après, continuer à nous parler, à nous déranger et à nous fasciner. En gros, Alien Romulus a toute sa place dans la saga Alien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Si jamais vous voulez pousser l'analyse plus loin, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, je le lirai avec plaisir. Prenez soin de vous, on se revoit bientôt, ciao.